Bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 25 octobre 2018, je suis Denis Voituron et toujours en bonne compagnie avec Christophe et Richard. Salut Christophe, tu vas bien ? Bonjour, ouais ça va bien, et puis aujourd'hui je suis vachement intéressé. Je suis pourquoi les curieux autres de voir comme je me suis mis il n'y a pas longtemps au NoSQL. Ouais. Ah bah non, là t'es en train déjà de donner le sujet. J'ai rien dit, j'ai juste dit des petits trucs, c'est comme si... Bon, là, j'arrête de te parler, je repasse de l'autre côté. Bonjour Richard, comment vas-tu ? Bien et vous ? Ben moi ça va, comme Christophe, et qui nous a déjà vendu le truc, donc ça va être un peu foireux sur ce que je viens de dire, mais... Spoiler. Voilà, spoiler. Donc pour ce nouvel épisode, on n'a pas parlé de qui d'ailleurs, on a un invité que tu vas nous présenter, et qui va nous présenter un sujet qui est souvent abordé d'ailleurs dans l'actualité. Donc Christophe vient de toucher quelques mots. Dis-nous un petit peu, de qui s'agit-il et quel est son sujet plus précisément ? Oui, aujourd'hui on va parler de base de données et plus spécifiquement de MongoDB avec Rémi Thomas. Et oui, Denis et Christophe, aujourd'hui on va parler base de données. Dans ce domaine, on a 3 produits phares, SQL Server, Oracle, MySQL. Le seul en open source d'ailleurs dans les 3, c'est comme le montre le graphique que vous voyez à l'écran. On peut voir que oui, il y a un graphique. Si vous regardez sur YouTube l'émission, ces 3 produits sont largement devant d'autres produits comme Postgre, comme DB2, etc., etc. Le point commun entre ces 3 produits, c'est qu'ils sont tous du même type, c'est-à-dire des bases de données relationnelles. Mais si on est intéressé à un autre modèle, un modèle orienté document par exemple, alors la base de données qui arrive largement en tête, c'est MongoDB, loin devant des Amazon DynamoDB ou des Azure Cosmos DB. Mais on y reviendra peut-être en fin d'émission. Ouais. Produit lui aussi de l'open source, MongoDB, je pense qu'il est méconnu par beaucoup de développeurs et nous avons pensé qu'aujourd'hui c'était une bonne idée de le présenter. Et pour cela, nous avons l'honneur d'inviter Rémi Thomas qui mange du MongoDB au petit déjeuner. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. C'est vrai que tu manges du MongoDB tous les jours, toi ? Oui, depuis plusieurs années, oui, je mange du MongoDB tous les jours. Et c'est bon ? C'est digeste, ça marche ? Ça marche très bien. Oui. Alors on va voir alors. Alors on se connaît depuis un moment, puisque je crois qu'on s'est rencontrés en 2001 ou 2002. Tu étais un des premiers MVP, Microsoft MVP français, un des premiers experts de la plateforme .NET. Et je me souviens que tu m'avais présenté alors une appli de morphing assez impressionnante pour l'époque. Il faut savoir qu'en 2002, du morphing, ça ne se faisait pas nativement, quoi. Donc tu es développeur depuis l'âge de 12 ans, tu as fait de l'assembleur, tu as fait de l'Atari, tu es maintenant proche de la cinquantaine, voire légèrement dépassé. Tu restes passionné par ton travail de dev et de veille technologique. Tu as eu un premier job en 1993 sur Windows 3.1 en C++ et tu es à ton compte depuis 2001. Tu es expert sur le traitement numérique des images, tu as des projets sur la GED, les microscopes électroniques, les jeux vidéo, l'analyse prédictive de données, le monde associatif, et tu t'amuses actuellement sur les API événementielles en .NET Core et Signal R. Bref, tu n'es pas au chômage. J'ai bien résumé ? Oui, c'est bien ça, tout à fait. J'ai toujours été très très curieux de toutes les technos, donc je fais énormément de veille technologique et je teste pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, tu es venu nous parler, comme on l'a dit, de MongoDB. Voilà. C'est ça ? Tout à fait. MongoDB. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une base de données, mais qui est NoSQL. Donc, il n'y a pas de relation entre les tables. Chaque table est complètement autonome. Donc, voilà. Au niveau, alors je vais vous mettre ma petite présentation. Quand même, on va suivre un peu le fil. Donc, je vais partager. Donc on le rappelle effectivement, ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors on va expliquer pour tous ceux qui ne nous suivent pas sur YouTube et en audio, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais donc ceux qui nous suivent, ils vont avoir la chance de pouvoir avoir les illustrations derrière. Voilà, donc
MongoDB, ça a été créé en 2007, donc c'est pas très très vieux. C'est un produit complètement open source. L'entreprise derrière vit du business model du support et propose également du hosting clé en main, type cloud. On n'a pas besoin comme ça de gérer votre instance MongoDB. C'est complètement écrit en C++, enfin le noyau, hein, le corps de la base de données est complètement écrit en C++. J'ai regardé, c'est vraiment très très bien écrit. C'est vraiment le code de référence que je cite pour ceux qui veulent regarder du beau C++. Il faut savoir que le patron de cette boîte est lui-même développeur C++ et participe au développement. Quoi, c'est une boîte qui est française ou de la européenne? Non, qui est américaine. Je ne saurais ouais. pas d'ailleurs vous dire où ils sont exactement, mais non, ils sont aux US. Alors, au niveau évolution, ils viennent tout juste de changer leur licence open source pour en fait se prémunir de gens qui faisaient du hosting, proposaient du hosting à des prix plus bas que eux. Donc, ils ont décidé que toute entreprise qui faisait du hosting maintenant et proposait des solutions cloud ne pouvait plus le faire à cause de leur licence, où il fallait qu'ils achètent une licence du moteur. Oui, ça, on en reparlera peut-être plus tard aussi, mais en termes de hosting, j'ai regardé un petit peu, Azure propose, mais eux, ils appellent ça le Azure CosmoDB. CosmoDB, oui. C'est la même chose? C'est du MongoDB à la sauce Microsoft, ou quelles sont les différences sur ça? On est très proche. Je n'ai pas regardé tout à fait les différences, mais on stocke le même type de document et on peut faire le même type de requête. C'est ça, Ouais, donc mais les gens attends, qui nous attends. écoutent, s'ils veulent l'utiliser, ils peuvent, quoi. Non, mais attends, Interrompre. CosmoDB et MongoDB, c'est deux entités différentes. Oui. Oui. Attention, CosmoDB, c'est pas MongoDB derrière, mais c'est les Oui. mêmes principes. Ah, ok, mais c'est pas MongoDB derrière. Donc il y aura des différences Attends, entre c'est ce qu'on quoi? va Qu'est-ce que tu expliquer. entends par les mêmes principes? Bah, Qu'est-ce que on c'est va- Bah, on verra au fil de. J'en reparlerai sur les prochaines slides où je vais vous présenter comment on stocke les documents, etc. Ce sera exactement les mêmes mécanismes. Mais bien sûr, derrière, c'est pas stocké dans du MongoDB, c'est stocké dans CosmoDB. Mais donc ça veut dire quoi les requêtes, les commandes qu'on va utiliser pour accéder à des données dans MongoDB ne seront probablement pas les mêmes commandes, celles qu'on utiliserait au niveau de CosmoDB d'Azure. Alors, vous verrez, il n'y a pas de commande en fait. C'est ça Ok. qui est- Bon, on va te laisser poursuivre alors et on posera Laisse-le les questions parler après. au lieu de dire des bêtises. Sinon, sur l'évolution du produit, ils ont racheté WireTiger, qui était une startup qui a beaucoup travaillé sur le stockage base de données, justement, et qui avait mis au point un système de stockage au sens comment écrire mon fichier correctement pour que ce soit très efficace. Et donc MongoDB ont racheté WireTiger et ils ont changé leur format de fichier. Et effectivement, on a gagné un petit peu en performance, surtout en taille, parce que leur précédent format était très très volumineux. Donc voilà, c'est vraiment une boîte très très active sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle doit avoir une centaine de salariés, etc. Donc une grosse structure derrière. C'est pas le petit projet open source du coin de la rue. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien. Au moins, ça veut dire qu'il y a de l'avenir et qu'il y a du répondant si jamais on a des questions, quoi. Absolument. Et on peut acheter des jetons de support et avoir du support. Ouais, c'est ça. Okay. Alors moi, ce qui m'a tout de suite plu dans MongoDB, c'est la simplicité d'installation. En fait, il faut installer deux runtime C++, mais bon, c'est à peu près classique quand on fait une installation. Poser l'exé MongoDB et c'est à peu près tout. Après, ils font son petit fichier de configuration qui va contenir le chemin de la base de données, le chemin de la log, d'autres paramètres, on peut en ajouter. Et c'est à peu près tout. On tape mongo.exe-conf, le chemin du fichier de conf, et ça démarre. Et pour avoir fait l'install avec le MSI, donc un fichier qui est un peu plus gros qu'un exe traditionnel, oui. Ça fait seulement 182 mégas. Oui, absolument. Et ces 182 mégas contiennent quoi? Donc les deux runtime et l'exe dont on parle ici? Alors, non, il contient le moteur, mais également tous les petits outils qui sont à côté. Ah oui. Ouais. En fait, ils sont tous linkés en librairie statique, c'est-à-dire avec aucune dépendance. Donc c'est pour ça que les exés sont assez volumineux. Ils n'ont pas utilisé de DLL commune. Donc chaque exé embarque toutes les bibliothèques.
Et donc, on va en parler, hein, des outils qui sont fournis avec. J'ai regardé comme ça en fait aussi le dossier d'install. Là, c'est vrai qu'il y a quoi? Il y a 20 fichiers en tout, là, à peu près. Là. Mais j'ai pas vu s'il y avait un système client-serveur. Un système client-serveur, c'est-à-dire un outil de... Ben, c'est-à-dire, tu veux travailler à 40 sur la base de données en local, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais en fait, par définition, par défaut, le moteur de base de données est client-serveur de toute façon. Donc en fait, c'est que le logiciel embarquerait ce. Enfin, c'est pas du client-serveur, mais embarquerait un système du coup Alors non, sécurisé. pour être bien clair, le Mongo, c'est l'équivalent de SQL Server, c'est-à-dire c'est vraiment un serveur. Et D'accord. c'est pas une bibliothèque qu'on intègre dans. C'est pas comme du SQLite, hein, qu'on intègre, D'accord. qui serait de la base de données embarquée. Hein. Ça veut dire qu'il va nous donner une adresse, un port ou une adresse, enfin, pour se Absolument. connecter. Absolument. On a forcément une IP et un port. Ah, d'accord. C'est ça. Et il va écouter là-dessus parce que dans le fichier, le paramètre de config dont tu présentais ici, tu mets le chemin d'accès vers la DB. Ça, c'est Oui. qu'en étant local, sur un data DB. Mais si on se trouve un client-serveur, là, on va, je suppose, donner une commande qui dira le stockage se trouve sur un serveur distant, quoi. Alors, ça, c'est vraiment le fichier de config sur la machine propre. Oui, c'est ça. Voilà. Mais après, on va démarrer l'exé qui va se mettre à écouter sur le port 27017. Et c'est là-dessus qu'on va communiquer. C'est ça. Le Et je seul suppose moyen de communiquer, c'est le port 27017. On peut le changer, hein, le port, hein, mais c'est le port. Ouais. Et après, je suppose, côté client, on aura un équivalent d'une chaîne de connexion comme on aurait avec un SQL Server pour se connecter, quoi. Absolument. C'est Ok. tout à fait ça. Donc ça s'utilise vraiment, c'est les mêmes principes que SQL Server. Il faut une chaîne de connexion et c'est à peu près tout. Hein. Après, ça fonctionne. Donc vraiment l'installation sur une machine vierge, ça se fait en 5 minutes chrono. Si on a le fichier de config dans un coin, à copier, il n'y a que ça à copier dessus et on est prêt à l'utiliser. Ok. Au niveau, alors quand je me suis posé la question, à une époque, on avait des soucis de performance, hein, c'est pour ça qu'on est passé sur MongoDB, donc j'ai fait des tests, j'ai comparé SQL Server et MongoDB sur des millions et des millions de records pour faire des recherches, et MongoDB est sorti haut la main avec vraiment des temps de réponse assez incroyables. Pour information, il faut savoir que vous connaissez Stack Overflow et toute la famille autour de Stack Overflow. Derrière, c'est MongoDB. Dans Stack Overflow, ils n'ont que du MongoDB derrière. Mais alors, ça fait partie, on parle souvent effectivement des bases de données de ce type-là par rapport à des bases de données relationnelles, SQL Server, Oracle. On parle surtout par rapport plus effectivement au niveau performance. Mais j'ai toujours, moi, l'idée que la manière de stocker, puisqu'on n'a pas du relationnel, donc la manière de gérer les documents est différente. Tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas accéder, donc ça fait partie aussi des choix. Il ne suffit pas de dire on a des problèmes de performance et que c'est trop lent avec SQL Server, par exemple. On se dit, pof, on va passer avec MongoDB et ça va marcher. Non, bien sûr. On perd l'aspect relationnel, effectivement. Donc, il faut restructurer différemment le... C'est ça. Il faut que le projet soit conçu dès le départ pour un projet de type gestion de documents, quoi. Et ça, c'est super difficile. Moi qui travaille qu'avec du relationnel, putain, j'ai essayé Firestore de Google, donc avec un système de documents collection. Et quand tu as en tête tout un système SQL avec des tables, mais c'est imbitable en fait. C'est imbitable, il faut repenser complètement trop. En fait, il faut changer ton cerveau et puis mettre autre chose, quoi. Et j'ai vraiment du mal, c'est impressionnant. J'y arrive pas en fait. Et ça, c'est dur. C'est pour moi la plus grosse difficulté. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense aussi que c'est ça qui doit être le plus compliqué, c'est de revoir, mais tu vas peut-être nous en parler dans quelques secondes, de qu'est-ce que c'est un document, comment c'est structuré et comment on fait pour le retrouver peut-être. Donc sinon, pour finir sur la stabilité, donc vraiment, nous on en a en prod, c'est chez pas mal de clients et on n'a jamais de crash, vraiment très peu. De toute façon, quand il crash, il redémarre tout seul et on n'a jamais eu de perte de données parce que c'est un système bien prévu avec journal, etc. Donc il rejoue les données qu'il n'a pas pu mettre dans la base. Tout se passe toujours très bien. On n'a jamais de maintenance, il n'y a pas besoin de trop s'en inquiéter, à part faire les sauvegardes, mais ça c'est classique. Ouais. Et surtout,
là, je vous ai présenté le mono machine, hein, mais bien sûr, on peut faire de la montée en puissance. Donc, on peut faire de la réplication, donc pour avoir une espèce pour avoir plusieurs bases de données répliquées les unes aux autres. Il y a une master et différentes slaves. Donc, ça peut faire du load balancing. On va faire du sharding. Donc, le sharding, c'est l'équivalent à du RAID. Ça permet d'éclater les données sur plusieurs machines et il le gère complètement de façon automatique. On verra, en interne, ils ont un index, ils appellent un index de hachage, et ils utilisent ça pour hacher le document et savoir sur quelle machine il sera stocké. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait sur SQL Azure, mais je crois que le modèle de hashing, c'est à toi de le définir. Oui, je pense que là, c'est définissable aussi. J'avoue que je l'ai déjà essayé en réplication. Mais en sharding, j'ai jamais essayé parce que je n'avais pas les besoins, mais ça marche très très bien et le fichier de config n'est pas si compliqué que cela et automatiquement la machine qui tombe est détectée et une des machines esclaves devient master et les autres viennent se répliquer, etc. Et quand la machine principale remonte, eh bien, on peut alors, il faut le faire à la main, et on dit, elle redevient master. Bah, vraiment, c'est assez bien pensé. Il y a une très bonne doc, hein, j'en ai pas parlé, mais vous tomberez forcément dessus, qui est très très bien faite, et qui explique vraiment tous les cas d'usage. Alors c'est quoi NoSQL? Alors, c'est quoi NoSQL? Voilà, NoSQL, c'est du JSON en fait. Donc, vous imaginez un document JSON, et c'est un moyen de stocker un document JSON, ça c'est facile, de stocker un fichier, et surtout, chaque champ du JSON devient un objet de requêtage. C'est-à-dire que si dans mon JSON j'ai le champ name, je peux dire trouve-moi tous les names qui sont égaux à telle valeur, et il va me retrouver tous les documents JSON qui contiennent cette valeur. Bien sûr, on peut faire et on peut imbriquer autant de JSON qu'on veut dans le JSON. Enfin, autant, il y a une limite, mais on va en parler. C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que là, tu parles de documents, c'est-à-dire que tu dis, je fais une requête et je vais avoir l'ensemble des documents, alors que quand on vient du relationnel, on va dire, j'ai l'ensemble des lignes qui me sont retournées. Voilà. En fait, on est tout de suite dans la notion de 3 dimensions, c'est-à-dire que un JSON, moi j'estime que c'est une base de données en 3 dimensions, parce qu'un JSON peut contenir des JSON imbriqués les uns dans les autres. Hein, et tu peux faire, je reviens moi à mes aspects de référence parce que j'essaie de revenir à des éléments connus, mais tu peux faire des références vers d'autres JSON, d'autres documents. Ouais, mais c'est à toi de les gérer derrière. C'est ça, tu le gères manuellement, quoi. C'est à toi de oui, okay. Tout à fait. Non, on va voir plus tard l'ID, hein, et par rapport à ces ID, on peut dire je référence d'autres documents, mais ce sera toi d'aller faire ta requête, pour aller chercher l'autre document. Donc une des peut-être premières difficultés, c'est d'essayer de stocker les documents pour qu'ils soient autonomes, on va dire, d'avoir une entité à devoir enregistrer dans un système. Absolument. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer la structure directement. On peut rajouter autant de champs qu'on veut à chaud, en fait. C'est bien ça. Voilà. C'est ça le gros intérêt, c'est que le cahier des charges évolue, je veux ajouter quelques champs, on les ajoute et c'est tout. C'est ça. À faire. Par contre, oui. Par contre, je veux dire, pareil, moi je suis comme Denis. Hein, tu veux effacer quelque chose, il faut que tu aies toute la structure en tête. Puisque si tu effaces déjà un champ, si tu n'as pas effacé derrière, je sais pas, c'est ça que je trouve complexe parce qu'il faut penser à tout. Donc il faut se faire un mécanisme qui délite parfois plusieurs sous-JSON, si je peux dire ça comme ça. Ouais, en fait, alors, dans la doc, il y a un white paper qui explique comment réfléchir et passer du monde SQL au monde MongoDB, qui donne des pistes pour y arriver. Et moi, la transition s'est faite vraiment simplement parce que vous verrez qu'en fait, on ne travaille jamais en JSON, on travaille avec les structures .NET classiques. Et donc, j'ai tous mes classes et les liens entre mes classes est géré complètement automatiquement
par le pilote. C'est ça, donc ce que tu fais, c'est tu prends tes objets C#, tes classes, en gros elles sont sérialisées avec un Newton Soft ou peut-être directement envoyé, et tu obtiens tes documents qui se trouvent dans la DB, c'est une copie, quasiment copie correcte, c'est copie exacte de ce que tu as en C#, quoi. C'est tout à fait ça. Maintenant, tu as des dédoublements, parce qu'une des grandes règles souvent quand on fait des bases de données relationnelles, c'est de ne pas dédoubler les données. Donc si tu as par exemple un département qui appartient, enfin plusieurs employés qui appartiennent au même département, tu vas faire 2 tables, le nom du département sera unique dans la DB. Ici, tu vas dédoubler les libellés des départements dans chacun des documents. Oui. Ok. Oui, il faut alors, à nous de le gérer, mais c'est vrai que ici, par exemple, sur l'exemple hein, où il marque les groupes news, sport, etc., normalement, ça, c'est une énumération qu'on devrait avoir dans une table. Dans MongoDB, on va pas faire ça. On va les mettre directement. Effectivement, ce sera une base de données un petit peu plus volumineuse à cause de ça. C'est ça, ouais. Ouais, donc tu vas perdre peut-être en taille, mais par contre, effectivement, en termes de récupération de données, tu n'as même plus besoin de faire de liaison pour aller chercher les infos où il faut. Tu récupères ton document, pouf, tu as tout en une seule fois, quoi. Absolument. Ah ouais. Et en interne, il stocke au format Bison, qui est aussi un standard, hein, qui permet de gagner un peu en place. Et donc voilà, c'est comme un JSON, mais binaire, en fait. Binary JSON. Ah ouais. Bison. Donc, Ok. bien sûr, pour avoir de la performance, il faut des index. Donc, on peut avoir différents types d'index. On peut avoir des index simples, des index composés, composés de plusieurs champs. Des multiclés pour justement pouvoir indexer des tableaux. On a également, ça a apparu au fil du temps, des index géospatiales pour pouvoir stocker de la cartographie. On a des index full text, enfin texte pour faire du full text justement. Ouais. Qui va gérer complètement automatiquement et en plus il peut gérer les langues et les spécificités des accents, etc. Et bon, il y en a d'autres que j'ai pas listés. Je voulais parler aussi de Hashies qui permet le fameux index qui permet de faire le sharding ou l'équivalent du RAID. Donc par défaut, on n'a pas d'index. Si on n'en met pas, effectivement, les requêtes vont être lentes. Dès qu'on le crée, après les temps de réponse sont instantanés. Bon, en tout cas, j'ai pas suffisamment de données pour pouvoir avoir des temps de réponse trop longs. Et quand tu dis pas suffisamment de données, toi, avec l'expérience que tu as, ça monte à des bases de données de quoi? 2, 3, 10 millions de données? Alors, oui, c'est ça. Hein. En volume, ça fait 400 gigas. Ah ouais, ok. Et oui, c'est des bases d'archives hein, dont je l'utilise dans mon projet de GED. Ce sont des bases d'archivage et les entreprises créent entre 10 et 20 000 factures par mois. Donc, ça tourne depuis des années et commence à avoir un certain nombre de factures. Oui, c'est le PDF de la facture qui est enregistré dans la base de données. Oui, aussi, mais on a quand même sorti les index, hein, parce que je ne fais pas du full text sur les PDF. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, pour SQL Server, on peut enregistrer les fichiers à l'intérieur de SQL Server, mais pour que ce soit vraiment optimisé, il faut paramétrer SQL Server d'une certaine façon, rajouter les file management. Alors que là, c'est natif dans MongoDB et tu peux rajouter une table où justement un des champs de ton JSON, c'est le fichier. Voilà, c'est ça. Alors, je vais y venir hein, sur ma présentation. C'est ce qu'on appelle les grilles FS, c'est le système de stockage de fichiers. Mais on va y revenir. J'ai une slide un peu plus tard. Vas-y, continue. Je voulais vous parler de l'organisation. Pour bien recentrer un peu, mais je pense que tout le monde a compris. Donc, on a notre instance MongoDB qui va contenir autant de bases de données que l'on veut. Je crois que la limite, c'est 24 000. Mais bon. Si vous avez 24 000 bases de données, vous êtes mal barré. On a un deuxième serveur. Vous pouvez avoir autant de collections que vous voulez. Donc une collection, c'est un nom. Hein. Donc, une collection, ça correspond à quoi? Que tu me fasses la distinction entre collection et document. C'est un sous-ensemble de bases de données. Donc dans une base de données, vous pouvez créer autant de collections que vous voulez. Et c'est au niveau de collection que vous enregistrerez vos documents. C'est plus pour les classer, quoi. Un équivalent en base de données classique de type schéma
pour organiser les tables à l'intérieur. Tout à fait. Ok. Je suis Donc, désolé, à chaque fois je retombe sur ce que je connais. Mais... non, mais c'est bien parce que justement c'est une présentation. Donc, voilà. Et au niveau collection, c'est ici qu'on va stocker nos documents JSON. Là j'ai mis Bison, mais c'est pareil, hein, avec une petite limite de 16 mégas. Il ne faut pas que le Bison dépasse 16 mégas, mais pareil, hein, si vous avez des documents de JSON de 16 mégas, c'est pas bon, il faut repenser autrement. Et une petite limite quand même à 100 documents JSON imbriqués les uns dans les autres, maximum. Ok. Il y a moyen de voir venir. Donc voilà, c'est très très large. Hein, et dans la taille d'un document JSON, il n'y a pas réellement de limite à ce moment-là, à part les 16 mégas. Quoi. 16 mégas, voilà, c'est ça. C'est ça, ok. Tout à fait. Mais je déconseille parce que 16 mégas, ça veut dire quand on fait une requête, on fait transiter 16 mégas quand on récupère un résultat. Enfin, on peut bien sûr en prendre qu'une partie, hein, mais bon, après c'est trop volumineux, c'est pas bon. Ouais. Alors voilà, tout document JSON doit contenir un ID. Okay. Donc le nom c'est underscore ID, c'est imposé, donc c'est un élément réservé pour MongoDB. Il peut être de tout type, ça peut être du string, de l'entier, etc. Mais il doit bien sûr être unique. Et MongoDB propose l'object ID. Si on ne définit aucun ID, il va le gérer automatiquement. Et il va les créer automatiquement. C'est l'équivalent d'un GUID. Là, je vous ai mis un exemple. Hein, ça ressemble un petit peu à un GUID. Compatible, hein, parce que MongoDB fonctionne sous Linux, hein, etc. Donc, ils ont fait un GUID compatible Windows et Linux. Et c'est géré automatiquement. Donc ne vous étonnez pas quand vous faites une requête pour retrouver un document, vous obtiendrez un ID dedans, hein, parce que il le retourne. Et il doit être unique pour l'ensemble des documents ou c'est unique dans la DB complète? C'est unique dans la collection. Dans la collection, ouais, c'est ça. Au niveau collection. Ok. Voilà. Donc voici GridFS, hein, c'est le mécanisme de stockage de fichiers. Alors c'est une norme de stockage parce que en fait l'implémentation de GridFS n'est pas du tout dans le moteur MongoDB mais est implémentée dans chaque pilote. Donc le pilote .NET, Java, etc. PHP. Ça permet de stocker des fichiers de toute taille parce qu'en fait il va la découper par bloc de 16 mégas. Bon, c'est un peu moins d'ailleurs, maximum. Et c'est très puissant parce que ça conserve le MD5 du fichier, etc. Donc on est à peu près certain de ce qu'on a envoyé. Et la classe est bien faite en .NET. On peut étendre la classe GridFS. Moi, il me manquait de pouvoir stocker la date du fichier et d'autres éléments. Donc j'ai pu l'étendre et il me gère ça nativement. Donc si je comprends, tu as un fichier, via le pilote, comme tu dis, on peut l'envoyer à MongoDB, au serveur, et il va le transformer, il va le sérialiser en quelque sorte, le transformer en texte ou équivalent pour pouvoir le stocker dans un JSON. C'est ça. Il va utiliser un objet qu'on appelle, qui est un Bison binaire. Donc et surtout, il va le découper. Hein, il va gérer tout ça automatiquement. Et nous, en fait, derrière, on n'a plus qu'à faire envoyer le fichier, on obtient son ID et télécharger un fichier par son ID. Ça veut dire que c'est un peu ce que Microsoft avait voulu faire du temps où il lançait Longhorn, ou je ne sais pas si vous vous souvenez, Longhorn, avant c'était le nom de code pour Vista, où il y avait WPF, WCF, et il y avait aussi WinFS, si je me souviens bien, qui était l'idée d'avoir une base de données pour le stockage des fichiers. Donc c'est un petit peu ce que fait GridFS. Ou je me trompe? Ouais, non, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ou le format binaire ou binary dans SQL Server, si je remets toujours sur quelque chose que... Oui, sauf que là, tu peux rajouter des attributs dynamiquement. C'est vrai. C'est pas juste du binaire, effectivement, tu peux mettre les métadonnées dessus, c'est vrai. Ce qui est évidemment toujours utile. C'est clair. Donc, à côté du Mongo.exe, qui est vraiment le cœur, le moteur, on trouve des outils. Alors, ceux que j'ai mis en avant, il y en a d'autres. Hein. Mais le plus intéressant, c'est MongoDump et MongoRestore. Faire de l'export-import. C'est plutôt rapide, hein, vraiment, pour exporter une base de données, ça va très très vite.
Et si tu dois la backuper, tu dois passer par ces outils ou tantôt tu as montré, il y a un emplacement forcément où les fichiers sont sauvegardés. Juste faire un copier-coller de ce dossier-là, c'est pas suffisant. On peut le faire, mais il faut arrêter la base de données. Ok, Donc en prod, non, on fait un Mongo dump. ouais, c'est ça. Ouais. On peut le faire en production. Il y a tout ce qu'il faut pour que ils prennent pas tout le CPU. Hein, donc on peut le lancer en mode léger pour qu'il fasse son dump tranquillement. Et derrière, l'intérêt de faire ça, c'est que les fichiers sont structurés toujours de la même façon. Et donc, si on a une sauvegarde incrémentale qui analyse l'intérieur, le contenu des fichiers, hein, il ne va pas sauvegarder toute la base à chaque fois, parce que forcément à chaque fois elle change, mais l'intérieur va être structuré de la même façon avec les index de façon croissante, etc. Ouais. Et donc derrière, voilà, ça permet de faire de l'incrémental fin. Il y a d'autres outils, il y a Besondom qui permet de convertir vers du JSON si on veut retomber sur nos pattes. J'en parle parce qu'il y a des gens qui disent oui mais j'aime pas, c'est des formats, après si j'ai des soucis, bah non, voilà, on peut retomber et exporter tout en JSON si on veut. On va faire du volume. Il y a des outils pour faire de l'import de CSV, enfin il y a d'autres choses. Je vous laisserai regarder dans la doc un peu la liste. Il y a juste un outil que Christophe va aimer, qui est l'équivalent de SQL Manager, qui est, si je me souviens bien, c'est MongoDB Compass, donc qui permet de gérer sa base de données, de voir les structures, etc., de façon graphique, quoi. Je sais que Rémi, toi, tu es un spécialiste de la console et que dès que tu vois une fenêtre, tu as des sueurs froides. Mais Christophe, lui, il aime bien les fenêtres et puis voir des boutons et voir l'arborescence de son SQL Server ou de sa base de données. Non, mais MongoDB en console, c'est un peu compliqué. Non, j'utilise aussi un outil. C'est pas un outil fait par MongoDB, mais je vous le montrerai. Mongo Chef, ça s'appelle, qui permet d'avoir tout en visuel. D'accord. Donc, on arrive dans le monde du .NET, et le pilote .NET, il est dans NuGet, hein, donc vous ajoutez une dépendance à MongoDB.driver, qui est complètement open source. Et vraiment, il est très bien écrit aussi, et au niveau serialisation, il est aussi puissant que Newtonsoft JSON. Donc, il sait vraiment sérialiser beaucoup d'objets, il se débrouille pas mal, et il est très performant aussi. L'équipe qui écrit le pilote.net, vraiment, il passe du temps, il consacre du temps pour faire des choses assez sympathiques. Compatible .NET Core aussi, je suppose. Oui. Ok. Bon, tout à fait. Est-ce que tu sais nous montrer ça Ah, non, tu avais encore des choses à nous expliquer. Oui, je vais encore avoir une ou deux slides et après on va passer à la démo. Ouais. Donc, justement, pour pas être étonné, par défaut, tous les documents pseudo JSON, hein, c'est pas du vrai JSON, c'est un document MongoDB en fait. Ils ont changé tous les types, tous les typages. Donc on va retrouver un Bison INT32, un Bison String, etc. Mais bon, il y a un mappage à peu près 1 pour 1 par rapport à tous les types .NET. Et c'est assez automatique. Si on n'a pas le type qu'il faut, par exemple, ils n'ont pas prévu le type rectangle, à nous d'écrire son propre serializer, des serializers pour éviter d'avoir trop des choses parasites qui ne servent à rien. Et quand tu crées tes classes, tu dois donner les types C# ou bien tu dois donner les types Bison INT32 par exemple? Non, c'est C#. C#, c'est lui qui fait la conversion. Suffisant, oui, tout à fait. Okay. Mais j'en parle parce que derrière, vous retomberez, si vous regardez en debug, vous allez tomber sur des Bison INT32, vous allez dire mais c'est quoi ça? Mais en fait, c'est une correspondance 1 pour 1, et chaque classe Bison étoile, c'est sérialisé vers Bison et désérialisé vers Bison. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, on va passer à la démo. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si vous voyez, je vais peut-être changer mon mode de partage. Est-ce que vous voyez mon Visual Studio ou pas ici? Non, pour le moment on voit toujours le navigateur. Ouais. Il faut que je partage autre chose. Voilà. Ouais, là on voit Visual Studio. Voilà, donc on va faire un nouveau projet.
Alors, je vais quand même montrer ici mon petit outil graphique. Donc, on trouve ici mon instance de MongoDB qui est 27017. Et donc ça, c'est Mongo Chef Core. Mongo Chef, tout à fait, de 3T Software Labs. Ouais. Qui est une application payante à la base. Je vois ici, tu es en utilisation perso, mais je suppose qu'il y a une version payante du coup derrière. Tout à fait, une version payante. On voit toutes nos bases, et dans la base, si je prends, par exemple, je vais prendre le flow. Une base qui s'appelle Flow, ouais. Ouais, on Voilà, voit les collections. les collections. Dans les collections, voilà, je retrouve mes documents et Ah oui, dans- sur base à chaque fois des clés dont tu parlais, le souligné ID, underscore ID, voilà, et puis tous les champs. Quoi. Ouais, ok. et tous les champs ici. Ok. Et tu peux faire des requêtes, on voit, tu peux faire des requêtes au-dessus, Oui, pour tout à retrouver fait. toutes les données dont tu as besoin. Il est assez bien, il est assez bien fait. Par exemple, si je viens déposer ici, je peux faire recherchons tous ceux qui sont différents de 0. Ouais, c'est ça. Je lance ma recherche et voilà, il m'a trouvé ici 13 réponses, etc. On peut, mais ça c'est aussi possible, hein, tout ce qu'on fait là, on peut le faire dans le pilote.net. On peut projeter, c'est-à-dire définir les champs qu'il faut retourner. Donc, ce qui m'intéresse, c'est uniquement par exemple le traitement ID. Et si je fais market, il me renvoie toujours l'ID, ça c'est obligatoire, et uniquement le traitement ID. Ah, Ça évite de renvoyer tout le document si je ne prends que quelques éléments de la réponse. Ouais, ok. Le tri, le skip et la limite, ça c'est la pagination, simplement. Ok. Revenons à Visual Studio. Revenons à Visual Studio, donc je vais créer un nouveau projet de type console. Je vais tout de suite ajouter ma référence à MongoDB. Donc un paquet NuGet MongoDB. Voilà. Donc c'est MongoDB.driver, ouais. Version 2.7 ici. Qui sont faits directement par MongoDB, je suppose, hein, oui, par la société. C'est géré par eux, tout à fait. Voilà. Je vais tout de suite les ajouter parce que... Ouais, using MongoDB. Donc, Bison, c'est tout ce qui concerne les documents. Bison et Driver, c'est tout ce qui concerne le requêtage. Donc, tu as un premier namespace qui est mongodb.bison et un deuxième namespace qui est mongodb.driver. C'est bien ça. Pour ceux qui écoutent. Ouais. Oui, pardon. Donc, je vais tout de suite me connecter à la base de données. Donc, je fais un Mongo client. Je vais appeler Mongo client. Et c'est ici, par défaut, la chaîne de connexion à cette forme-là, MongoDB : l'adresse IP. Donc, ici, je suis en local. Le port. Imaginons que j'ai une autre machine, je vais faire virgule 192.68.10.2, j'en sais rien. Tu as une autre machine, ça veut dire quoi? Parce que tu n'as qu'un seul serveur. Si j'ai une grappe de machines avec des réplicas, ah oui, ok. Et comme ça, il va gérer automatiquement, c'est le driver qui va gérer automatiquement, si une des machines n'est plus disponible, il va passer à l'autre. Switcher sur l'autre, ouais, c'est ça, ok. Voilà, on peut mettre le login, le mot de passe, on peut mettre tout ce qu'on veut ici. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, je suppose que des utilisateurs, ça se définit et ça peut s'utiliser pour sécuriser les données, quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment les mêmes principes que SQL. On définit par base de données qui a le droit de faire quoi. Ensuite, d'ailleurs, je vais me connecter à ma base. Donc, db égale donc, tu fais var db get client, database. ouais, Donc, get database. Ma database. Là, il faut que je la nomme. Donc, je vais l'appeler devaps. Et puis, je vais aller sur ma collection. Donc, var call égale db.getCollection. Alors, il faut typer sa collection. Je ne vais pas la typer. En fait, je vais mettre un bison document, c'est l'équivalent d'un JSON. Je vais l'appeler test. Première erreur que je faisais quand je faisais du NoSQL, c'est de me dire qu'une collection était une table et ça partait en couille facilement, quoi. À la fin, je suis revenu avec une collection, c'était ma base.
Oui, c'est un peu ce qu'il faut penser en fait. Une collection, c'est l'équivalent d'une base SQL. Ouais, c'est Ouais. ça. Non, c'est quand même plus une table, hein, mais bon. Ouais. Et tout à Voilà. l'heure, on a parlé de schéma en SQL, c'est pas plus l'équivalent de ça? D'une catégorisation des tables? Il faut savoir qu'il n'y a pas de catégorie, hein, parce que dans une collection, je peux mettre des JSON complètement différents. Après, ça va être l'horreur pour gérer, Ouais, mais c'est ça. Ouais. il ne me l'empêche pas. Je peux aller stocker tout ce que je veux comme format. Donc on peut empiler ce qu'on veut. Après, derrière, pour requêter, ça va être un peu compliqué. Il vaut mettre le même type de document par collection, bien entendu. Et après, je vais insérer un document. Donc dans ma collection, je fais insert one. Je vais créer un nouveau document Bison et je vais lui mettre un nom et je vais lui mettre numéro. Donc là, tu fais un new Bison document, parenthèse, parenthèse, point add, entre parenthèses, une string nom et une autre string test. Le nom, c'est quoi? Ça correspond à la clé du JSON et test, c'est la valeur du nom? C'est ça. Ok. Donc j'ai ajouté un nom égale test et un numéro égale 1, 2, 3. Ok. Donc là, tu peux remplir automatiquement tu peux mettre autant d'insert one dans ce document test et ça sera une liste de personnes. Point. Par exemple. Bon, maintenant, ta base de données, tu la partages. Tu veux faire des documents privés. Ça veut dire que tu vas ajouter un ID qui m'appartient à moi l'utilisateur. Denis aura un autre ID. Richard aura un autre ID. Et tu vas simplement ajouter ID user, je ne sais pas, je ne sais rien, hein, en plus des noms et numéros. Et après, je pourrais requêter que si je demande au JSON, donne-moi la liste qui contient à mon ID, j'aurai que mes contacts et Denis ses contacts et Richard ses contacts. Oui. Mhm. Oui, tout à fait. C'est ça, hein. Oui, tout à fait. Et si je reviens sur les aspects dont on parlait tantôt, ici on parle d'une personne par exemple. Si cette personne appartient après à un groupe de personnes, tu vas rajouter directement l'information du nom du groupe, comme Un on ID disait group. ou un ID group, c'est ça la question. C'est plutôt faire un ID group, c'est-à-dire faire du référencement, ou bien plutôt rajouter la donnée. Tout dépend c'est-à-dire si le groupe c'est autre chose qu'un ID, oui, je vais créer une deuxième collection groupe et après je vais très certainement venir ajouter ici effectivement groupe et je vais faire un new Bison array et je viendrai ajouter, il fait partie du groupe 5, 8, 9 et effectivement dans une autre collection j'aurais mis le fait que les descriptions j'aurais décrit le groupe. Les groupes, quoi, ouais, c'est ça. Le groupe 5 qui correspond à ça, le groupe 8. Souvent, mais donc là, on tu lui fais met du un- référencement, quoi. Voilà. Et après, quand tu devras récupérer les données, tu devras faire 2 accès pour récupérer d'abord l'information sur la personne, et puis, puisqu'il appartient au groupe 5, 8, 9, récupérer les 3 groupes en question, ou tu vas pouvoir faire une seule requête, on va dire, permettant de récupérer tout. Alors, on peut faire une seule requête, mais je ne le fais pas parce qu'il faut c'est un peu compliqué à construire. Ok. Mais au niveau c'est performance, en faire 2, c'est pas un problème, quoi. Non, vraiment non. Ok. Ça rend pas un problème. Parce que c'est vrai qu'en SQL, c'est souvent ce qu'on essaye de faire, c'est de regrouper au maximum pour n'avoir qu'une seule requête avec tout, quitte à ce qu'elle soit énorme et illisible. Regrouper au maximum, tu peux redéfinir ce que tu dis là, Denis? Je dis en SQL, on essaye souvent de refaire une seule requête qui va aller rechercher toutes les données pour avoir une seule requête SQL d'un côté, avec, on va dire, une seule table, sous-table, jointure complète de l'autre côté. D'accord. Mais en termes de perf, c'est mieux, mais en termes d'écriture, ça devient compliqué. Ouais. Alors pour résumer, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, hein, donc la première chose que tu fais, c'est que tu crées un objet de type Mongo client qui est donc la connexion à la base de données, qui est la connexion à Mongo, pardon. Ensuite, tu crées un objet DB qui te permet de te connecter à la base de données DevOps. Et ensuite, tu te connectes tu crées un objet collection qui te permet de te connecter à la collection dans la base de données DevOps, dans le Mongo. Et ensuite, tu peux insérer à l'intérieur de cette collection les documents que tu veux, c'est-à-dire les lignes si on fait du SQL Server, où là, donc, tu mets un insert one et là, tu génères dynamiquement ton JSON qui va être inséré dans la base de données.
Voilà, je voulais faire juste un petit résumé parce que là, vous êtes parti un petit peu dans tous les sens. Là, et je pense que ceux qui écoutaient, ils Ouais, non, c'est bien. étaient un peu perdus. Tout à fait. C'est bien ça. Et je vais tout de suite faire ma requête pour aller retrouver Pour retrouver tes données, donc tu fais mes call.find. Donc il y a un outil qui permet d'aider à créer les requêtes qui s'appelle le builder. Hein. Mhm. Donc ce builder, il permet de créer des filtres, des tris, des mises à jour, des projections. Donc c'est un objet important. Mais là, comment dire, c'est vraiment le niveau 0, mais vous allez voir que on va passer après avec des classes et que tout va se simplifier. Hein. Là, c'est vraiment le bas niveau pour vous montrer comment ça fonctionne derrière. Mais vous verrez qu'avec des classes, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais choisir le nom test. Donc tu fais un builder.filter.eq pour égal, je suppose, entre parenthèses, nom, virgule, test. Tout simple, ouais, ok. Voilà, une petite compilation, on va l'exécuter en pas à pas. Mais donc l'ADB ici dont on parlait, elle n'existe pas encore, puisqu'il va la créer et il va insérer un nouveau document à l'intérieur. Tout à fait. Il n'y a pas de base de données DevApps. Actuellement, ouais. Et vous allez voir qu'après, elle va apparaître. Donc, j'exécute, je fais mon insertion, je récupère mon résultat. Et dans le résultat, tu retrouves bien le nom et le test que tu as demandé. J'ai fait une petite erreur parce que en fait, là, c'est un curseur. Donc, faut que je demande le premier de la. Ouais. Du coup, je vais pas en insérer un deuxième. Je me mets ici et j'obtiens mon résultat. Donc, on voit à l'écran on retrouve le numéro et les groupes, mais aussi l'ID. Il m'a généré automatiquement mon ID. Et l'object, c'est ça, hein, l'object ID, le champ object ID est automatiquement créé. Ça appartient à MongoDB, c'est leur structure, ça. L'ID est obligatoire, mais on peut le typer comme on veut. Par défaut, s'il n'est pas défini, ce sera un object ID. Si on le définit, on peut mettre un string, un int, ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, ce sera à nous de le gérer. Une sécurité est mise automatiquement. Tu l'as pas mis, il l'a créé, c'est ça? Si... Ce que l'on voit là, tu l'avais pas mis, toi, object ID. Voilà, c'est ça. Oui, donc il l'a créé automatiquement. Il l'a créé parce que lui, il en a besoin dans sa base de données. Ah ouais. Bien sûr. Donc, je vais rafraîchir mes bases. Donc, on voit apps qui est apparu, test, et on voit notre objet ici. Et bien cet outil-là. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est assez visuel et on voit en gros le JSON, mais formaté, quoi, en gris, avec clé, valeur et type de données. Surtout que cet outil-là permet de faire copie document. Et si je prends un petit éditeur de texte. Ah oui, il te redonne tu fais un export. Il me le copie en JSON. Ouais, c'est ça. Okay. C'est très intéressant. Voilà, donc ça c'était la version à la main à l'ancienne, mais on fait jamais comme ça parce que on utilise des classes. Donc pour éviter quand même de tout retaper, j'avais préparé. Donc on définit notre classe. La seule contrainte, c'est d'y mettre un underscore ID. Là, tu es obligé de le mettre là. Il ne va pas le créer tout seul. Si tu n'en as pas besoin, tu dois le mettre quand même, quoi. Oui, il faut le mettre. Okay. Sinon, lorsqu'il va désérialiser, il va dire j'ai pas le champ ID et il va faire une exception. Ouais. À la sérialisation, il va s'en débrouiller, mais à la désérialisation, ça va pas lui plaire. Donc, j'ai remis le nom et le numéro. C'est ça. Tu as créé un objet test2 dans ce cas-ci pour l'exemple avec une propriété underscore ID, une propriété nom, une propriété numéro. C'est ça, une classe test2. Donc je fais, maintenant quand je récupère mon db.getCollection, je vais le typer. Donc entre supérieur et inférieur, le template, je lui passe test2 et je l'ai appelé test2. Là, c'est le nom de la collection. Et ensuite, pour faire insert one, donc dans ma collection, je fais un insert one, new test2 et je mets les valeurs à la volée, nom et numéro. Ouais, c'est ça. Il va sérialiser, désérialiser tout seul les objets, quoi. Il va sérialiser, désérialiser tout seul. On est d'accord que c'est beaucoup plus clair. Oui, c'est beaucoup plus sympa. Et surtout pour faire les recherches, parce que là, vous allez retomber sur du connu.
Mhm. On est sur du Ouais, Fluent. Hein. Donc, l'expression lambda et tout pour retrouver tout ce que tu veux, quoi. voilà, on a l'expression lambda. Donc, pour faire ma recherche, je fais collection test.find a flèche. Donc, je veux que a.nom soit égal à Albert. Et je prends le premier résultat qui me retourne. Hein, parce que par défaut, le find renvoie un curseur parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses, bien entendu. Et tu peux avoir, en termes d'opérateurs, donc là on voit a.nom double égal Albert, tu peux avoir tous les opérateurs, on va dire de link, donc des expressions lambda, tu peux faire Oui. des différences, tu peux créer tes propres fonctions à toi et demander de la tester, des choses comme ça. Oui, oui, oui. Ok. Dis-moi, Rémi, on est vraiment là dans la collection, on fait une recherche dans la collection active, on est d'accord? Dans la collection, ici, je suis parti de call test 2. Ok. Donc, en fait, je suis parti du client, j'ai ouvert la DB DevApps et la collection, je suis allé la chercher dans la DB DevApps. Ici. Je voudrais aller plus loin dans cette requête-là, au niveau. Imaginons que Denis, sa collection à lui, comme on parlait tout à l'heure, ça veut dire qu'il peut avoir des sous-collections, parce que lui aurait pu, par exemple, ajouter des champs complémentaires que je n'ai pas. Ou alors, tu vois, des sous-entités, enfin des bulles jusque 100, hein, tu m'as dit on est limite à 100, c'est ça? Bon, imaginons que lui, il y en a 3-4. Du coup, la recherche sur Albert, parce qu'on peut imaginer que lui aurait créé un arbre généalogique, truc de fou, Ouais. quoi. Ouais, Le papa, le fils, le fiston. Il m'aurait découvert les différents Albert dans la recherche dans le résultat ou pas? Alors, Ce qu'il va rechercher en dessous, en fait. non, il faut pas faire ça. Hein. Quand on imbrique des documents, c'est parce que ce sont des documents qui contiennent des infos qu'il faut structurer sous forme d'autres documents, etc. Mais pour faire des recherches, si on fait comme ça va être un peu compliqué, et c'est pas comme ça que c'est prévu. Non, il faut faire sa recherche directement. Donc, imaginons, c'est à ça que tu penses. Hein. Si je crée une classe test3, également un nom, ou j'en sais rien, je vais plutôt mettre Un des enfant, adresses. ouais, une adresse, très bien, super. Voilà. Et ici, créer une liste C'est ça, je pense à ça. Ah qui oui, une contient des liste tests 3. qui contient la liste des adresses, quoi. Et voilà. Donc, tu es en train de rajouter une propriété à la classe test2 qui est une liste d'objets de type test3, donc la liste des adresses quoi, de l'objet. Voilà. Et tu n'es pas obligé de mettre un object ID dans l'adresse? Non. Non, parce que le document c'est test2, mais c'est un document qui va contenir des documents. Mais les documents inclus n'ont pas d'ID. C'est ça. En fait, ce qu'il va faire, c'est, puisqu'il va sérialiser en JSON, tu vas avoir un document qui va contenir les propriétés nom, numéro, et une propriété, je suppose, de type tableau, adresse, qui contiendra la liste des autres données en dessous. C'est exactement comme quand vous construisez un JSON. Il faut vraiment penser JSON. C'est ça. Et derrière, je ne vais pas le faire, je vous montrerai des structures un peu plus complexes. Pour faire la recherche, on utilise, parce que là, ça devient un peu compliqué si on a des choses imbriquées, etc. Ici, comment l'adresser? On fait tout simplement, là, je l'appelais add, donc je fais add.adresse. Donc en fait, on utilise la nomenclature avec les points. On donne le chemin en fait d'accès. Ça aurait pu être des slash. Il dira add.adresse égale telle valeur, hein, et il va trouver. Et je voudrais revenir quand même sur un point là, on est passé un peu vite là, et ça me chiffonne. On a donc, tu as une ligne où tu fais une requête pour retrouver l'ensemble des documents dont le nom est égal à Albert. Donc là, tu as utilisé ton objet collection. Et tu as utilisé sa méthode find dans lequel tu passes il attend comme argument une méthode où il y a a égale supérieur, a.nom égale Albert. La question que je me pose, c'est le a.nom égale Albert, il est exécuté côté client ou côté serveur? C'est-à-dire que par exemple quand on fait ça par exemple avec Entity Framework se charge de traduire ça dans une requête SQL où il met select étoile from person where nom égale Albert et il envoie ça à SQL Server et SQL Server exécute cette requête là.
Euh, Là, est-ce que vous récupérez, le client récupère la collection et après fait son tri, ou il envoie quelque chose côté serveur pour comprendre tout ça? Non, c'est comme SQL, hein. Il crée sa requête côté client, il envoie la requête et on obtient bien, il va bien envoyer, donne-moi tous les documents dont le nom est égal à Albert. D'accord, donc si par exemple tu as des choses qui sont un petit peu compliquées, je sais pas, moi par exemple tu pourrais mettre where a.age égale cosinus de pi sur 2. En .NET tu peux l'écrire, mais lui dans le find il n'arrivera pas à le convertir ça. Bah, si, parce que cosinus de pi sur 2, c'est un chiffre en fait, donc il va convertir le chiffre. Ouais, mais si tu fais cosinus de pi sur 2, de pi sur un autre champ, Ah non, ça marchera pas, non, et tu effectivement. vas recevoir une erreur dans ton programme lors de l'appel, quoi. L'exécution, comme Entity Framework le fait, il va dire ah ça je supporte pas. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc ouais, c'est le même principe, quoi. Il crée sa requête, il envoie la requête, il récupère le résultat et il désérialise pour obtenir des objets derrière. Tout à fait. Et j'avais moi aussi une question dans le même ordre d'idée. Si on fait évoluer, puisque l'objectif aussi c'est de faire évoluer les JSON, Oui. de rajouter des champs, j'allais dire, de rajouter des propriétés au JSON, ou bien d'en supprimer. Si tu en rajoutes, qu'est-ce qui se passe, ou si tu le supprimes d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si tu essayes d'accéder à ce moment-là à un document qui n'a pas? Par exemple, ici, tu fais une recherche sur a.nom égale Albert. Imaginons que ce nom.albert soit disparaisse par après. Ton code ici va planter, ou bien tu dois le gérer, ou bien il va dire ah ben, je connais pas la propriété, mais c'est pas grave, je faisais comme si elle existait. Alors, par défaut, il va planter, mais ils ont prévu, et ça, c'est ma slide astuce, juste derrière, une transition, dites-moi. Oh, bien. Impressionnant, mais Des vrais professionnels. En fait, on peut mettre des attributs dans nos classes, et il y en a un qui s'appelle Bison Extra Elements, et cet attribut fait moi j'appelle ça un catch-all, hein. Ça permet de récupérer dans un BSON document tout ce qui n'a pas su mettre dans la structure parce que justement ça n'a pas été défini. Et ça évite d'avoir une exception. Ok. Donc le conseil, c'est justement dans toutes vos structures MongoDB, mettez toujours un BSON extra element, moi je l'appelle catch all, comme ça vous êtes certain d'avoir une compatibilité descendante. Ouais, c'est ça. Et ça ne va pas perdre en performance, ce genre de choses, quoi. Non, en fait, tout ce qui ne sait pas, il sait pas les attribuer à la structure, il va les mettre là-dedans. Il va les passer, ouais, c'est ça. Ok. Alors, on a d'autres attributs qui sont Bison ignore, si on veut avoir des champs qui sont publics, mais qui ne soient pas mis dans la base de données. Bison ID, ça permet de renommer l'ID. Si underscore ID, ça ne nous plaît pas, on peut l'appeler autrement. Après, on peut gérer aussi les valeurs par défaut et lui dire n'enregistre pas dans la base de données si la valeur est égale à la valeur par défaut. Très intéressant si on a des grosses structures avec tous à peu près la même valeur, sauf de temps en temps une valeur négative. Et à ce moment-là, là dans l'exemple que je mets, j'ai une liste de booléens. Et aucun des booléens ne sera enregistré par défaut s'ils sont à false. Il n'y a que ceux qui seront à true qui seront présents dans la base de données. Ouais. Et à nous de gérer derrière le fait que quand on va relire, forcément, par défaut, c'est false, et on sait donc il n'y a pas besoin de l'avoir mis dans la base de données. Ok. Bon, ça me paraît clair. Ça me paraît intéressant. Tu as de la chance de vie. Comment? Tu as de la chance. Non, moi aussi, ça me paraît clair. J'aime bien ton explication, Rémi. Alors, je voulais vous montrer des structures un peu plus complexes. Ça, je pense, c'est plus les cas concrets et l'expérience derrière. Arrête, l'organisation. J'avais cru avoir compris, là. C'est foutu. Donc, ici, je vais avoir une liste d'index qui vont contenir, voilà. Donc, on est vraiment une notion de 3 dimensions, hein. C'est ça la grosse différence par rapport à du SQL, c'est qu'il faut réfléchir 3 dimensions. Et pas trop avoir peur, surtout quand c'est des bases de données où il y a peu de records, d'aller mettre vraiment toutes les infos dans la classe
lui, il va imbriquer ça automatiquement. Il faut faire abstraction de se dire, comme en SQL, bon, ben voilà, je vais me créer une table avec que ça pour éviter, avec un ID pour éviter qu'il y ait de la redondance d'informations. Là, il faut vraiment mettre ça de côté, quoi. Il faut mettre ça de côté dans la mesure du raisonnable. C'est-à-dire Oui. que si l'information redondée est très volumineuse, là, ça vaut le coup de faire deux requêtes. Oui, mais tu as une adresse de client. Cette adresse-là, tu vas la retrouver à plein d'endroits. Il y a Ouais. des commandes, il y a des factures, il y a des devis. Cette adresse change. Oui, mais Est-ce que tu vas la dupliquer partout? non, là où je suis pas d'accord, enfin pas d'accord avec toi, c'est une autre. Je pense que c'est vraiment une autre façon de raisonner parce que si tu penses à l'adresse, par exemple d'un client, de toute façon l'adresse de ton client, tu vas la sauvegarder par exemple au moment de la commande. Parce que le client, il a le droit de déménager. Dans 6 Oui. mois, il va déménager, mais il faut bien que tu saches que la commande d'aujourd'hui, ça a Je été suis d'accord. celle Alors, de. mauvais exemple. Mauvais exemple. Non, mais Numéro non, de mais téléphone du client Mais c'est la qui même peut chose. changer parce que son non, mais téléphone. non, mais je pense que c'est un raisonnement global. C'est une autre façon de. Mais- C'est comme RxJS par rapport aux événements. C'est pas du push, c'est du pull. Et là, c'est pas du rationnel, c'est du NoSQL. Donc, tu as un autre raisonnement. Mais je pense qu'il faut être déjà les règles qu'on a appris avec des bases de données relationnelles SQL, où effectivement, comme tu le dis Christophe, on essaie dans la mesure du possible on essaie toujours d'éviter de la redondance. Ici, c'est pas le cas, quoi. Ici, on va essayer peut-être de mettre, comme tu disais par exemple, on va souvent nous créer une table avec la liste de toutes les adresses. S'il change d'adresse, on va recréer un nouveau record dedans et on va le faire pointer sur le nouveau record. Ici, non, on va mettre directement les données à l'intérieur directement de la facture, par exemple, pour que ce soit plus rapide à la récupération des données. Si j'ai bien compris, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Ou on fera deux requêtes si on veut vraiment que Ou on fera de l'adresse. requêtes, ouais. Ah oui, on fera deux requêtes. Ouais. La majorité des requêtes, c'est comme SQL, on le fait en une ligne en fait, hein. Donc, Mhm. bon, au lieu d'écrire une ligne, on en écrira deux, mais on va gagner en lisibilité et finalement, c'est pas plus mal. Ouais. Il faut repenser effectivement à la structure de la DB par rapport à une DB classique, quoi. Oui, faut réfléchir un peu autrement, tout à fait. Ouais. Ok, je ne sais pas si... Oui, il y avait d'autres choses que tu voulais nous présenter? Oui, encore deux choses. Il y a quand même une fonction monolithique qui s'appelle Find and Modify qui permet de gérer les accès concurrents. Donc on l'utilise beaucoup pour faire des incréments de compteurs qui seront uniques pour l'application, Ah oui. que ce soit les clients. On est certain que le Find and Modify sera exécuté d'un coup. Et donc on est certain d'avoir une valeur unique, par exemple si on fait un incrément. Donc dans le Find and Modify, on peut faire des incréments, des décréments, des mises à jour de champs, des choses comme ça. Oui, c'est vrai, tu parles d'accès concurrent. Les aspects transactionnels, ce pas des choses qui existent au niveau de MongoDB. Depuis la version 4, oui. C'est très Ah oui. récent. La version 4 qui est sortie il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et ils offrent maintenant les transactions. Alors, j'ai pas creusé, mais en Et tout c'est cas, pas un besoin que tu as eu jusqu'à présent? Parce que c'est quelque chose qu'on fait fréquemment dans des bases de données relationnelles, puisqu'on a des multitables. Ici, comme tu gères peut-être plus en termes de documents uniques, c'est peut-être moins important, je ne sais pas. alors mais j'utilise d'autres astuces pour gérer la concurrence, effectivement. Mais si, ça manquait et je vais Hmm. assez vite passer à la version 4 du moteur. Oui, tout à Ouais, fait. ok. Il Au niveau shutdown de, le serveur pendant ce temps-là. au niveau des upgrades, tu as connu le début de MongoDB, je veux dire les versions depuis le début, la version 1 par exemple. Ouais. Au niveau des upgrades du moteur, comment ça se passe? Tu as dû beaucoup retoucher ou non? Ça se fait sans aucun problème? C'est des fonctions en plus? Il y a des choses qui sont déjà dépréciées par rapport à avant, etc. Non, à part des corrections de bugs, sinon, non, vraiment, j'ai jamais eu de... Il suffit de mettre à jour le binaire et c'est parti, quoi. Y a pas Et de- c'est tout? D'accord, ouais, c'est génial alors. Il n'y aurait pas un truc qui vous dise, ah bah non, maintenant il faut changer de langage, on fait plus autrement. Genre, Non, c'est toi. Non, quand même, hein, c'est quand même très très non, je sais pas. structuré derrière. Non, non, quand même pas. C'est quand même, en termes de volumétrie de code C++, c'est énorme, hein, donc ils ne s'amusent pas derrière à Il y en tout a, mettre. ça gêne pas. Oui, tout à fait.
Et je reviens moi sur la question de tout au début, parce que si on veut commencer et qu'on n'a pas envie d'avoir un serveur, d'installer, etc., et qu'on veut utiliser Azure, le Azure dont on parlait, donc comment il s'appelle, Azure CosmoDB, c'est pas donc c'est pas MongoDB, donc je peux pas utiliser les outils et le driver MongoDB driver que tu viens de me montrer. C'est la même philosophie de gestion de documents basée sur des JSON, Ouais. mais les outils et autres sont pas du tout les mêmes. Alors oui, c'est ça, c'est bien. Alors quand tu dis la même philosophie, c'est comme si tu me disais, ben oui, SQLite, MySQL, SQL Server, tout ça, ouais, ils font C'est du du SQL, SQL. point. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça que tu disais, Rémi, au départ, quand tu Ouais, disais que ça... Oui. on va peut-être le laisser finir sur MongoDB, puis après on enchaînera sur la partie Azure. Oui, j'avais évoqué en fait, avec MongoDB, on peut faire l'équivalent d'une solution message queue. C'est quand même assez intéressant. Alors, c'est assez poussé hein, comme techno. Là, je montrais une démo dans l'extrême plus avancée. Mais en fait, il y a la possibilité quand on fait une requête, d'avoir un curseur qui se met en attente, c'est-à-dire qu'il ne nous rendra jamais la main tant que la requête n'est pas résolue. Donc, si je lui dis, retourne-moi tous ceux qui s'appellent Albert, tant qu'il n'y a pas d'Albert dans la collection, il ne me rendra pas la main. Ah oui. Et dès qu'il y a un Albert, il va renvoyer le résultat. Et donc, à nous derrière de récupérer le résultat et de refaire tout de suite une requête. Ah, ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Comme tu dis, Voilà. pour un système de queue ou de chat, je t'écris, tu me réponds. Et... Ouais. Et donc, ça permet d'éviter d'avoir 36 produits. Avec le MongoDB, on peut faire l'équivalent d'un chat, d'un queue, etc. Mhm. Et il y a aussi la notion de collection CAPED, c'est-à-dire qu'on va définir une taille maximale à la collection. Et il va gérer automatiquement les plus anciens records seront écrasés par les nouveaux. Et donc, ça évite à ce que la collection augmente de volume de façon disproportionnée. Typiquement, quand on fait des chats, des choses comme ça, on a besoin d'un événement comme quoi il y a un nouveau message de chat. Mhm. On n'a pas besoin de garder l'historique de tous les événements sur X années, ça n'a aucun sens. Et donc, le fait d'avoir des collections capées, il le gère automatiquement et limite la taille de la collection. Et donc, moi, je crée une collection simplement pour déclencher l'événement. Et dans cette collection, il y aura un ID qui pointera sur une autre collection avec le message à proprement parler, la queue que je montrais. Alors, très rapide, hein, parce que je l'ai déjà fait, je vais plus vous le décrire, et je le mettrai sur GitHub. En fait, parce que bon, c'est assez complexe, mais c'est vraiment pour montrer que j'ai perdu mon explorateur de projet. Où est-il? Voilà. Donc j'ai une classe ici MongoQ qui prend en paramètre une chaîne de connexion, une base de données, une collection. Si la collection est capée et la taille de la queue d'attente. Donc là, en fait, je crée simplement une collection en lui disant cette collection ne dépassera pas tel volume. Ensuite, je me base sur les object ID pour gérer. Donc, il faut savoir que les object ID sont forcément incrémentés. Et donc, si on connaît la valeur du dernier object ID, on peut refaire une requête en disant redonne-moi tous les événements qui se sont passés après cette valeur. Et donc, on va retrouver des événements que j'aurais pu rater pendant qu'on me rend la main, pendant que le curseur me rend la main et me renvoie mon résultat. Mhm. Donc, l'envoi d'un message est aussi simple que ça. Je prends ma base de données, ma collection, et j'insère un document. C'est tout. Comme tout à l'heure, quoi. Comme tout à l'heure. One. Ouais. Insert one document. Bon, là, je l'ai fait en A5, hein, parce que c'est... bien sûr, toutes les API sont disponibles en asynchrone. Et mon receive, eh bien, derrière, je définis la query. Donc, le receive va attendre qu'un document contienne une valeur attendue, le nom égale Albert. Et tant que cette valeur-là n'est pas dans la base, il ne me rendra pas la main. Mhm. Et c'est ici.
Mon curseur est de type Tailable Await, c'est-à-dire qu'il ne me rendra pas la main tant que la valeur n'est pas disponible. Et donc, je me fais mon find avec ma query, mon curseur qui a cette option-là, et j'ai mis un cancellation token pour pouvoir stopper proprement si j'arrête l'application. Et derrière, je fais un for each, et j'ai passé en paramètre une petite callback, qui est une func qui contient mon code à moi, et qui sera appelée avec le document retourné. Et ce que je demande à la callback, c'est de me renvoyer le dernier ID. Et donc, ça fait un programme assez simple où j'ai ma chaîne de connexion, je crée mon cancellation token, je me branche sur ma base de données, je crée mon objet de message queue, et puis j'ai défini ma fonction. Donc, une boucle sans fin qui, sur la réception d'un document, va simplement l'écrire dans la console. Les valeurs qui m'intéressent, l'heure, le filtre, etc. Ça a été dans ma structure très simple ici. Un object ID, 2 strings. C'est surtout les 2 strings là que j'utilise. Et puis derrière, je fais une deuxième. Donc là, je le mets dans une tâche. Donc ça se met dans un thread en parallèle. Et puis sur ma console, je lis les messages et puis je les envoie. Quand j'ai un message, et je lui demande de l'envoyer, tout simplement. Ouais, ok. Voilà, donc je vais créer une première instance ici, si j'envoie test. Voilà, je reçois test, c'est assez rapide. Je vais lancer une deuxième instance en parallèle. Voilà. Et si je vais taper Toto, et bien sûr, automatiquement, il affiche de l'autre côté. Message sur mes 2 instances. J'ai testé avec 500 instances, ça marche très bien, ça gère la montée en charge sans problème. Voilà, donc c'est du MongoDB très évolué, mais ça permet de faire du message. Alors, c'est pas pour faire du message temps réel à haut volume, c'est pour faire des messages quand même assez rapides, mais pas des milliers de messages à la seconde, bien entendu. C'est plutôt un message par seconde ou maxi, je dirais. Après, sinon, le MongoDB, il va plus faire que ça. Ok. Voilà. Ok. Bon. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points que tu voulais aborder, sinon je pense qu'on arrive à peu près à la fin. J'avais ma conclusion vas-y. qui parlait justement de la version 4 qui supporte maintenant les transactions. Oui. Moi je trouve ça très simple, son utilisation très simple parce qu'en fait on n'a pas à créer les tables, on n'a rien à créer, on crée simplement nos classes, on réfléchit en classe .NET et après on fait insert et find et c'est à peu près tout. Et la base de données, c'est géré automatiquement. Donc la syntaxe vraiment du pilote.NET est vraiment très intéressante à ce niveau-là. Je vous mettrai en lien, si vous voulez voir un projet un peu plus évolué. J'ai créé un projet open source de gestion pour des petites bibliothèques associatives. Dedans, il y a vraiment très peu de tables. Et vous aurez un exemple d'une petite appli pas trop grosse. Ouais, et de comment organiser ça, quoi. C'est bien. Comment organiser ça, oui. Je suis pas sur la bonne table, donc je ne vous montrerai pas. Ouais. Tu donneras les liens, on mettra tout ça dans les notes de l'émission de toute façon aussi. Voilà, tout à fait. Donc c'est un petit projet open source, il y a vraiment peu de code. Ouais. Et sinon, je suis toujours en veille technologique. Là, récemment, j'ai entendu parler de Neo4j. Et, bon, pour l'instant, je n'ai pas encore creusé, mais ce sera peut-être un autre sujet parce que c'est une base de données de graphes. Ok. Tout à fait autre chose. Quand tu auras tout creusé, on te réinvitera, tu viendras nous expliquer ce que c'est. Absolument. Ok, je pense, messieurs, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Je ne sais pas si Christophe ou Richard, vous avez des remarques ou d'autres points à soumettre avant de se quitter? Non, moi, la seule chose, c'est que je suis tatoué base de données relationnelle, donc ça me tente beaucoup, mais le problème, c'est que, vous savez, quand on a des habitudes, après, surtout à mon âge, en changer, c'est un peu difficile. Mais non, c'est vrai que je vais peut-être essayer sur un petit projet, j'allais dire perso,
de voir comment ça marche. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ça a l'air tentant en tout cas. Ouais. Oui, et soit dit en passant, j'ai aussi un autre gros projet qui n'est pas du tout perso, mais ça, je t'en parlerai en dehors, Rémi, où là, il y a des besoins de performance qui sont assez importantes. Ok, Voilà. Christophe, un commentaire avant de se quitter? Je connaissais pas MongoDB, enfin que de nom. J'avais entendu parler de CosmoDB. Et du coup, sans vouloir partir sur Azure, j'ai commencé un projet sur Angular avec Firestore, qui est disons un portail à Google qui utilise NoSQL. Et c'est vrai que je retrouve quasiment tout ce que tu as dit, Rémi, hein, les collections, ça reste du NoSQL, hein, le noyau. Là, je suis bien content parce qu'il y a des petites choses que j'ai un petit peu mieux compris par rapport à .NET, qui est vraiment plus simple que parfois la traduction Angular. Mais bon, après, ça reste pareil. Mais voilà, malheureusement, comme tu dis, Richard, je suis tagué aussi relationnel et ça, c'est une méga difficulté. Ça, c'est pour moi le truc le plus difficile. Pour nous, ça va être dur, ça. Ouais. Ma tête, elle pense avec des tables, des liaisons, des trucs. Et là, ça. C'est pas du tout ça. C'est chaud. Voilà. On va essayer de creuser tout ça. Et si on a des questions, justement, d'autres commentaires, Rémi, est-ce que tu peux nous dire quel est le moyen le plus simple si on doit te joindre, te contacter? Je sais pas, Twitter, email, Facebook. Oui, sur Twitter, @ISO8859, pardon, @ISO8859. C'est ton téléphone, ça? Non, c'est le code de carte bleue. On le mettra aussi dans les notes. Je suis dans le Nord, donc j'ai mis 8859. T'habites où? Sur l'île. Bon, vous n'êtes pas loin alors. C'est marrant, je t'ai jamais vu. Mais non, sincèrement, ça me dit rien. C'est une grande ville, l'île. Tu vas au DevApps, Rémi? Pour l'instant, non, mais pourquoi pas. Pourquoi tu n'irais pas? Non, mais Richard y va, Denis y va, tout le monde y va. Oui, je crois. Au DevD, oui. Je vais justement parler d'ailleurs, parce que juste deux petites choses. La toute première, très rapide, c'est si vous voulez nous soutenir, tous les auditeurs, évidemment, vous êtes invités d'aller sur le site tipeee.com/devaps. Et alors, Christophe vient de le dire, vous pouvez retrouver Christophe, Richard, personnellement moi aussi, et j'espère que Rémi pourra être là aussi. Donc il y a une trentaine d'autres personnes également qui sont déjà présentes et inscrites, pas pour venir, mais pour parler à l'événement devd.be. Pour venir, je crois qu'on sera, à mon avis, on devra limiter, mais on sera certainement au-delà des 500. Ça va devenir peut-être un problème au niveau des salles, donc ne tardez pas. Les places sont déjà disponibles, vous pouvez les commander, les acheter sur le site devd.be. Et cet événement a lieu, comme l'année dernière en Belgique, comme les autres années d'ailleurs, mais à Louvain-la-Neuve. Donc pour ceux qui ont l'habitude, sachez que ce n'est pas exactement le même cinéma que ce qu'on a d'habitude comme type de salle. Ça sera le même principe. C'est un cinéma similaire. C'est un cinéma similaire. Mais c'est pas le même parking pour y accéder, c'est pas la même route pour y aller non plus. C'est proche de Bruxelles. C'est plus proche, ouais. C'est un peu plus. Mais ça va, on passe pas le ring. Moi, je pensais qu'il fallait passer le ring, enfin le périphérique de Bruxelles. C'est plus sur la droite. Donc ça reste quand même, de toute façon, toujours principalement francophone en termes de session, mais on se rapproche un peu plus de Bruxelles, ouais. Donc la billetterie est ouverte, devd.be, et vous avez tout ça. Voilà, un grand merci en tout cas à tout le monde. Merci et à bientôt en tout cas. Au revoir. Au revoir.